Oui, donc je vais vous présenter donc, une étude qu'on a menée au sein de l'ULB et donc publiée récemment dans BMC Medical Education, et donc vous pourrez revenir dessus si ça vous intéresse. Donc avant de commencer, pour mettre un peu le cadre, je voulais revenir sur la notion de stigma. Donc il y a énormément d'écrits là-dessus. Moi, sans doute en tant que médecin généraliste pragmatique, j'ai décidé de retenir ce modèle-là qui sépare les stigmas plus sociétaux, donc structurels et publics. Et donc structurels, on entend tous les stigmas véhiculés par les institutions, notamment les hôpitaux, les soins de santé, les stigmas publics qui sont plus véhiculés par la communauté, et les self-stigmas, qui est donc l'autostigmatisation, donc qui est les stéréotypes, les préjugés, et donc qui amènent les discriminations que vont internaliser les individus, ici en l'occurrence des personnes qui consomment des substances, et qui va amener à de la honte, une faible estime d'eux, un cycle où ils se demandent pourquoi ils doivent vraiment continuer parce qu'ils ont peu d'optimisme. Ah voilà, je sais que j'ai des soucis aussi avec les micros. Peu d'optimisme face au traitement, et donc moins de volonté de s'engager dans les traitements. Et donc on va revenir sur ces notions à travers ma présentation. En tout cas, c'est un phénomène complexe. Là, je le simplifie, mais c'est un phénomène complexe et qui traverse toutes les situations d'usage de substances et de santé mentale. Donc, le contexte de cette étude, c'était de se dire que le projet de grossesse chez une femme enceinte, chez une femme consommatrice, c'est une fenêtre d'opportunité et de fragilité. Donc c'est une opportunité parce qu'elles sont en général assez motivées à changer et à substituer leur rôle sociétal de femme usagère au rôle de mère, mais en même temps c'est un moment de grande fragilité aussi psychique et aussi de fragilité, de risque de violence. Et donc il y a vraiment un moment cible, mais il y a énormément de stigmas, comme je le disais, à la fois sociétaux et individuels, des personnes usagers de substances en général, et surtout des femmes enceintes, ce qui va impacter leur accès aux soins, alors à la fois par la société et par elle-même, par ce phénomène d'autostigmatisation, et aussi la qualité des soins qu'on leur prodigue, qui vont avoir des conséquences socio-sanitaires à la fois sur elles, donc le fait qu'elles vont être moins bien soignées, elles vont avoir moins d'accès aux soins, elles vont aussi se marginaliser un maximum, avec toutes les conséquences aussi en termes de précarité, et sur l'enfant qui ne sera pas forcément élevé dans des conditions adéquates parce qu'on n'a pas mis tout le cadre autour. Et donc, il y a vraiment cette notion-là. Et puis, il y a eu cette proposition de loi en février 2020 du SPA et de la NVA qui disait que pour protéger l'enfant, on pouvait arriver à des hospitalisations forcées de ces femmes enceintes, des césariennes forcées et des mises sous tutelle des enfants. Et donc, moi, ça m'a particulièrement choquée. Je ne suis évidemment pas la seule. Il y a eu énormément de mouvements autour de cette proposition de loi. Et je me suis dit, mais enfin, pourquoi les politiques ont ces idées-là? Quel est finalement l'avis des soignants par rapport à cette visée répressive, punitive de la natalité chez les femmes consommatrices? Et donc, j'ai décidé d'essayer d'investiguer les attitudes des étudiants en médecine de dernière année. Je me suis dit, voilà, les étudiants, c'est les futurs soignants, c'est la future génération de soignants, donc ils vont être potentiellement impactés par ce genre de loi. Et donc c'est intéressant de voir à l'heure actuelle ce qu'ils en pensent. Et d'identifier aussi, ce qui était le plus intéressant, quels facteurs influencent finalement leurs attitudes par rapport aux femmes qui consomment. Et donc pour ce faire, on a passé un questionnaire qui s'appelle SAS, donc c'est Substance Abuse Attitude Survey. On a pris sa version courte qui pose toute une série de questions par rapport à leur représentation. On l'a adapté à notre contexte. Dans le questionnaire, les notions d'alcool et de drogue étaient mélangées. On s'est dit, non, en fait, les perceptions, on avait l'hypothèse que les perceptions en Belgique étaient quand même assez différentes entre l'alcool et les drogues. Et voilà, il y avait aussi toutes des notions qui étaient très américaine, et donc on a remis dans notre contexte, et on s'est intéressé à justement 2 items du questionnaire qui émettaient l'idée de punir les femmes enceintes qui continuent à consommer de l'alcool ou des drogues.
Et on a posé toute une question par rapport aux données socio-économiques et de leur parcours personnel et professionnel. Et les résultats étaient particulièrement interpellants. Donc on a eu une bonne représentativité, donc 65% des étudiants ont répondu. On a quand même interrogé 567 étudiants donc à la faculté de médecine à l'ULB. Et on se rendait compte que un sixième trouvait qu'il fallait punir à la fois les femmes enceintes qui continuent à consommer de l'alcool et des drogues, et encore plus punitif si elles consommaient de l'alcool. Donc on était à 1/5 d'étudiants de dernière année de médecine à trouver qu'il fallait punir les femmes enceintes qui consomment de l'alcool. Et on se rendait compte que cette tendance à la punition était plus marquée chez les étudiants de genre masculin, qui étaient plus âgés, qui avaient un niveau d'éducation chez la mère plus bas, et donc on essaie de définir par là leur niveau socio-économique, qui n'avaient pas eu d'histoire personnelle ou familiale d'usage de substances, et qui n'avaient pas eu de contact avec des usagers de substances, ou un contact uniquement hospitalier avec les personnes, et qui avaient tendance, on leur demandait aussi, et c'était en fin de cursus, donc ils savaient déjà vers où ils allaient, où ils voulaient se spécialiser, quelle spécialisation ils désiraient, et donc on se rendait compte que ces attitudes étaient particulièrement punitives quand ils voulaient se diriger vers la médecine interne. Et donc là, on voit sur les graphiques, le graphique du dessus, les contacts qu'ils ont eus avec des usagers de substances, et voilà, comme je le disais, particulièrement s'ils n'en avaient pas eu, ils étaient punitifs. L'hôpital, et alors ce qui était intéressant, c'était de voir que quand ils avaient eu un contact dans le cadre de la médecine générale, ils n'avaient pas d'attitude punitive. Donc ça, c'était déjà un point interpellant, plus que s'ils avaient eu un contact dans des centres spécialisés d'addictologie. Et puis par rapport à la spécialisation, donc on voit en premier lieu la médecine interne, en deuxième lieu tout autre type de spécialisation, et là on voit que c'est plus marqué pour l'alcool. Et puis après, la gynéco, la médecine générale, vous le voyez peut-être pas bien, donc c'est pour ça que la pédiatrie, et pas d'attitude punitive quand ils allaient se diriger vers la psychiatrie. Ce qui était aussi interpellant ici, c'est qu'on voyait que finalement, ils avaient une attitude plus punitive quand ils voulaient faire la gynéco que la pédiatrie. Donc ça, c'était quand même aussi un résultat inattendu. On a essayé aussi de corréler ces résultats aux items qui avaient trait aux stéréotypes, à la moralité, au sevrage forcé, au fait d'avoir peu d'optimisme par rapport au traitement. Et là, voilà, on avait des associations statistiques, mais elles étaient assez faibles, donc on ne peut pas conclure à beaucoup de choses par rapport à ça. Et en termes de littérature, on retrouvait ces notions dans la littérature pour le fait qu'il y avait plus d'attitudes punitives discriminantes chez les personnes et les professionnels plus âgés, qui n'avaient pas eu d'histoire personnelle ou familiale d'usage, et qui étaient très peu ou avaient eu très peu de contact avec des patients. Pour le reste, on n'avait pas trouvé grand-chose dans la littérature, ou des études assez controversées et liées, par exemple, au niveau, par exemple, dans le genre, au niveau aussi de familiarité avec le produit. Au niveau de l'éducation chez la mère, il y avait très peu d'études, surtout au niveau du contexte socio-économique bas, lié au fait qu'ils étaient plus familiers souvent avec des usages d'opiacés, et par rapport aux spécialisations, surtout chez les anesthésistes et les chirurgiens et les urgentistes. Voilà. Alors, comme je disais, ces résultats sont quand même interpellants. On a très peu de littérature, donc cette étude apporte quelque chose à la science. On a pu confirmer qu'il y avait une différence de perception entre l'alcool et les drogues. Et ici, on explique cette différence qui, à mon sens, était inattendue, qu'il y avait plus d'attitudes punitives par rapport à l'alcool, à leur propre familiarité avec l'alcool, surtout les étudiants à l'université. Il y a quand même toute cette culture aussi de binge drinking dans le folklore. Puis voilà, ils connaissent tous bien l'alcool, et en général, les drogues, c'est quelque chose de plus méconnu, et donc ils ne savent pas forcément bien se représenter aussi les conséquences que ça a, alors que dans le cursus, on parle beaucoup plus de l'alcool et très très peu aussi des drogues illicites, et donc ils savent bien se représenter aussi les conséquences du syndrome alcoolo-fœtal, par exemple, sur le nouveau-né. Voilà,
clairement, ces attitudes punitives, elles sont contre-productives et ça va éloigner, ça va invisibiliser les femmes dans le système de soins. On voit parmi les études que ça amène moins de mise sous traitement de substitution orale chez ces femmes enceintes, plus de syndromes de sevrage néonataux. Donc vraiment, ça n'a... Enfin, je ne dois pas, je pense, vous le dire, mais c'est prouvé aussi que ça n'a aucun intérêt et que ça a plus un contre-effet, alors qu'à priori, il y a une vision de soins qui est derrière tout ça et de protection de l'enfant. Les stigmas donc, que j'ai expliqués, donc, à la fois structuraux, sociaux et individuels, c'est le stigma, vont diminuer la demande d'aide, l'empowerment chez ces patients et tout l'optimisme face à leur traitement et leur établissement. Donc voilà encore une fois une justification que c'est tout à fait contre-productif. Et comme je l'ai expliqué, il y avait des caractéristiques qu'on retrouvait dans la littérature, mais pas tous. Et ce qui est assez interpellant aussi, c'est que la littérature, elle est surtout autour des personnes qui consomment au sens large, qui sont généralement plus masculins. Et donc il y a très peu de littérature par rapport aux attitudes face aux femmes enceintes. Et en plus, on a très peu étudié aussi la question par exemple du genre et des déterminants sociaux aussi par rapport à ces questions-là. Donc c'est aussi interpellant ce que nous dit la littérature par rapport à ce type d'études, c'est qu'elle est sous-représentée aussi à ce niveau-là. Alors les limites, c'est une étude monocentrique, donc voilà, elle est juste limitée à l'ULB, donc on doit vraiment avoir toute une série de prudences par rapport aux extrapolations qu'on peut faire. Ici, et ça c'est ce qu'on va peut-être discuter, la punition n'était pas définie parce que c'était dans un questionnaire plus large. C'est à la fois une force de l'étude parce qu'on a posé toute une série de questions par rapport aux représentations, donc ils ont répondu très spontanément, on a vraiment limité le biais de désirabilité sociale si on avait juste posé des questions par rapport à la femme enceinte. Donc on a l'impression qu'il y a plus de sincérité dans les réponses. La possibilité de réponse était à 5 items, donc de pas du tout d'accord à tout à fait d'accord, avec une possibilité d'être neutre, ce qui a amené un pourcentage important d'indécis. On s'est beaucoup questionné sur le fait que voilà, ils étaient indécis parce que la punition n'était pas bien définie, ou justement aussi quand même par un phénomène de désirabilité sociale, de pas tout à fait se prononcer en faveur, mais voilà, parfois le indécis a tendance à plutôt être d'accord, mais ne l'assume pas. Et donc ça a limité aussi nos interprétations statistiques. En termes de perspective, ce qui serait vraiment intéressant, c'est de refaire une étude en début de cursus, à la fin de cursus, pour voir l'impact du cursus et des expériences professionnelles et aussi des mentors et du rôle modèle sur ces étudiants, mais aussi sur les médecins. Parce qu'on se rend compte, et ce qui est interpellant aussi dans l'étude, c'est qu'on voyait que c'était plutôt des personnes plus âgées qui avaient tendance à avoir ces attitudes, mais ces attitudes ont tendance à se cristalliser avec le temps et donc se renforcer. Et il y a une étude, comme je disais, il y a très peu d'études, mais il y a une étude en 2002 aux États-Unis sur des médecins qui mettait en évidence que 52% des médecins avaient des attitudes punitives. Donc voilà, c'est aussi interpellant de se demander, si on les réinterroge dans 10 ans, quelles seront leurs attitudes. Ce serait intéressant, on a essayé, mais voilà, il faudrait faire des études de meilleure qualité, d'étudier ce phénomène plus en profondeur par des études qualitatives et de comprendre ce qu'ils entendent, eux, par punition et les positions vraiment plus nuancées qu'ils peuvent avoir. Et aussi, c'est pour ça qu'on le présente ici, de mener des études chez d'autres professionnels de santé, parce que voilà, ça questionne énormément et ça questionne sur le système de santé aussi. Donc pour conclure, voilà, on est à presque un cinquième des étudiants en médecine de l'étude, en tout cas qui sont en faveur de punir les femmes enceintes qui consomment des substances. Je ne pense pas qu'on sera à des chiffres très différents dans d'autres contextes facultaires. Les mesures qui devraient être implémentées basées sur l'étude et sur la littérature scientifique, c'est vraiment essayer de travailler un maximum sur ce stigma et essayer de favoriser une vision de soutien, de support, plutôt qu'une vision de punition. D'implémenter plus de soins intégrés pour l'accompagnement de ces femmes enceintes qui ont des problèmes d'usage de substances, parce que ça, et c'est un constat aussi qu'on va faire par la suite, c'est qu'en Belgique, il y a très très peu de structures qui intègrent à la fois l'addiction
et la parentalité. Donc on a parentalité et addiction à Saint-Pierre, mais voilà, c'est un peu des Gaulois. Et il y avait une possibilité à Sambreville qui est en train de cahoter. Donc c'est vraiment interpellant aussi de se dire qu'il y a très peu de structures et pourtant la littérature montre que c'est les meilleures structures et c'est ça qui amène à des résultats positifs et des accompagnements qui peuvent se faire tout à fait adéquatement, surtout s'ils sont pris en charge tôt. Mais là, comme je le disais, vu le système actuel, elles arrivent souvent trop tard. Et donc de sensibiliser et de former un maximum à ces situations complexes tous les professionnels de santé pour que ces femmes se sentent à l'aise de pouvoir déposer le fait qu'elles consomment au plus tôt, même avant un projet de grossesse, et notamment le rôle du médecin généraliste, qui a un lien privilégié avec ses patientes, qui devrait permettre de pouvoir discuter de ces situations et d'accompagner correctement dans la maternité, et de favoriser du coup des expériences cliniques encadrées. On a vu, la littérature montre que si ce qui vraiment joue sur les stigmas, c'est de mettre en contact les patientes avec les professionnels de la santé de manière répétée dans un cadre positif, bienveillant, qui montre des attitudes qui sont adéquates. S'ils ne peuvent s'imprégner que d'attitudes stigmatisantes, répressives dans les soins de santé, ils intègrent évidemment ça et reproduisent, parce que c'est en effet des... Voilà, eux-mêmes ont internalisé tous les stéréotypes et préjugés et donc discriminent ces femmes, tout ce qu'ils ont pu voir dans la société et aussi dans leur parcours de soins. Et notamment, voilà, comme on le montrait l'étude, chez les médecins généralistes, sans doute qu'il y a un accompagnement. Alors, je ne vais pas faire l'apogée des médecins généralistes, il y a aussi beaucoup à dire dans des accompagnements inadéquats, mais en tout cas, chez les médecins généralistes qui les accueillent, ça semblait être des expériences positives pour ces étudiants. Et donc, pourquoi on voulait présenter l'étude ici ce matin en introduction à ce symposium? C'était que ça mettait bien le cadre de questionnement qu'on peut se poser de pourquoi on en est arrivé là, pourquoi des futurs soignants on arrive à, pour 1/5 d'entre eux, vouloir punir ces femmes et ne pas les accompagner et les soutenir. Qu'est-ce que ça nous dit du corps médical, de notre système de santé aussi? Et voilà, qu'est-ce que les autres professionnels de santé ont comme attitude? Sur une petite étude qu'on a menée, qualitative, les étudiants avaient l'air de dire que, de ce qu'ils constataient, les sages-femmes étaient encore plus punitives dans leurs attitudes que les médecins, parce que les médecins étaient plus éloignés et moins émotionnellement affectés par ces accompagnements. Donc ce serait intéressant d'en discuter avec vous, mais il y a aussi de quoi se questionner par rapport à ça. Voilà, je vous remercie.